Bonjour et bienvenue dans ce 7e épisode de la saga de l'été de Je compte jusqu'à toi, le voyage de Lilou. Dans le premier épisode, vous aviez retrouvé Lilou, devenue une grande fille qui a tout oublié de l'aventure extraordinaire qui lui était arrivée plus jeune. Vous aviez retrouvé avec elle la petite boîte remise par le prince et l'avez vue l'ouvrir avant de disparaître mystérieusement. Puis emportée avec elle dans une tornade magique. Vous vous étiez retrouvés dans l'espace profond, sans aucune idée de quelle galaxie ou système solaire elle se trouvait. Assistez à sa chute sur une planète mystérieuse dotée de 2 lunes et d'une végétation pour le moins luxuriante. Vous l'avez vu rajeunir et barbote à nouveau chaton. Vous aviez découvert la faune et la flore locales et trouvé une bague au fond du lac. Puis vous avez retrouvé le prince Emojian dans le palais gris aux tuiles rouges qui s'est retrouvé entouré d'une brume mystérieuse alors que le prince était constamment surveillé par Mojian. Et pour terminer, vous aviez assisté aux retrouvailles sur l'île de Lilo et Taku, le chien du prince, alors que celui-ci tentait de se rendre dans la zone au-delà des montagnes de l'île. Vous étiez enfin parvenu au sommet de la montagne, aviez croisé une voix bizarre qui a donné des conseils à Lilou et vous êtes maintenant embarqué sur un lac dont on ne voit pas le bout. Après peut-être des jours, des semaines, des mois, vous étiez parvenu avec Lilou au bout de ce lac, non sans avoir repêché un collier au fond lors d'un orage. Enfin sur la rive, vous étiez arrivé devant un brouillard dense et magique qui effaçait tous les sons. Place maintenant à la suite de l'histoire. Tu seras mon épouse, comme je l'ai décidé avec tes parents. Non, Comment ça? Non. non, je ne veux pas. Ce n'est pas toi que j'aime. Tu as beau me couvrir de cadeaux ainsi que mes parents, je ne t'aime pas. Tu es totalement vide, sans aucun sentiment que de l'envie et de la possession. Tu me veux comme un bel objet, un animal exotique à mettre dans une belle cage avec tout ce qu'elle veut. Mais moi, ce n'est pas comme ça que je veux vivre. Je veux aimer et être aimé en retour. Voyez-vous ça? C'est tellement beau et naïf, la jeunesse. Mais je suis désolée, tu es ma promise. Le pacte a été scellé bien avant ta naissance par tes parents. Tu devras t'y faire. Puis, la vie que je te promets n'est pas aussi terrible que tu sembles le penser. Tu auras tout ce que tu veux. Mais sans amour, seul dans une belle cage dorée. Oui, sans amour. C'est un problème? Vraiment? Plutôt mourir dans ce cas. La jeune femme lui montre le couteau qu'elle cachait jusque-là derrière son dos, et avant même que l'homme ne puisse faire un geste, se l'enfonce profondément dans la poitrine. Le sang coule, chaud et poisseux, sa vision tremble. Elle se sent glisser au sol, elle sent les dalles froides sous son dos. L'homme se penche sur elle, ses cheveux gris acier tombent sur ses yeux et sur la vilaine cicatrice qu'il cache. Il l'attrape avant que sa tête ne heurte le sol. Non! Non! Tu pensais vraiment t'en sortir comme ça? Tu rêves. Tu seras mienne, que tu le veuilles ou non. En attendant, savoure donc ma malédiction. Tu seras coincée, vivante et immortelle, sur une île entourée de tout le personnel de maison et de tout le confort dont on peut rêver. Entourée, mais totalement seule et mal aimée. Il te manquera toujours quelque chose. Cet amour que tu désires tant. Ce si beau sentiment que tu poursuis ardemment te filera toujours entre les doigts. Et tu en souffriras. Il n'y aura qu'un seul moyen de te sortir de ce purgatoire doux amer. Tu devras aimer un garçon et t'en faire aimer en retour, peu importe le moyen. Cependant, pour que la malédiction soit levée, sache qu'il y aura une condition, amère pour toi. Tu devras obligatoirement briser un couple pour t'en délivrer. À côté de ça, cette soif d'un amour réciproque te taraudera toute ta vie durant. À chaque minute, chaque seconde, tu en souffriras.
Et pour rendre les choses encore plus amusantes, pour moi, je te rajoute une clause. De toute ta vie, plus jamais tu n'auras le droit de mentir. Et si jamais tu révélais cette malédiction à quelqu'un, tu mourrais directement. Maintenant, quand tu te réveilleras, tu auras tout oublié. Mais ce sceau, imprimé sur ta peau, se le rappellera pour toi. L'homme appuie son doigt sur la chair tendre, derrière l'épaule de la jeune femme, désormais presque morte. Un dessin couleur sang apparaît. La jeune femme a de plus en plus froid. Elle se sent lourde, son corps ne répond plus. Ses yeux se ferment tout seuls. Elle se sent tomber dans un puits noir sans fond. Hélas, la chute est longue, sans fin. Elle ouvre la bouche pour hurler. De l'autre côté du voile, l'homme claque des doigts. Et maintenant, oublie et réveille-toi. Mogéane crie et se réveille en sursaut. Elle s'assied sur son lit, la main sur la poitrine, et regarde autour d'elle, désorientée. La pièce est plongée dans le noir. Elle tâtonne à côté de son lit, trouve une bougie, l'allume. Sa respiration et ses tremblements se calment peu à peu. Les lambeaux de son cauchemar disparaissent. Bien sûr, elle se souvient d'avoir fait un rêve désagréable, mais les détails, elle ne s'en rappelle pas. Elle souffle la bougie, se blottit sous les draps et tente de se rendormir. Elle se tourne et se retourne dans son lit. Impossible de retrouver le sommeil. Alors elle se lève, glisse ses pieds dans des pantoufles, prend la bougie, puis part dans les couloirs du château. Elle fait un détour jusqu'à la chambre du prince et tente d'ouvrir doucement la porte. Fermée à double tour. Elle sourit. La clé forme une bosse dans l'une de ses poches. Un instant, elle envisage de l'ouvrir et de regarder le prince endormi, mais elle repousse l'idée et repart dans les couloirs. La double lune place une faible lueur devant ses pieds à chaque fois qu'elle passe devant l'une des grandes fenêtres. Elle avance dans le silence profond de la nuit, juste troublée par le bruit de ses pas, des vagues en contrebas et des stridulations nocturnes des insectes. Elle passe devant la bibliothèque dont la porte est entr'ouverte, et il lui semble voir de la lumière à l'intérieur. Elle passe la tête par l'entrebâillement. Personne. Elle fait quelques pas dans la pièce, tend l'oreille, tout est silencieux. Satisfaite, elle ressort, ferme la porte et continue sa route. Caché entre deux étagères remplies de livres, le prince pousse un grand soupir de soulagement une fois la porte refermée. Il n'avait pas du tout prévu que Mogéane serait debout si tard dans la nuit, et il se félicite de ne pas avoir allumé les grands flambeaux, ni la cheminée pour son exploration nocturne. Sur la table à côté de lui, il y a toutes sortes de volumes reliés en cuir déjà posés, de gros livres aux noms parfois compliqués, traités de magie occulte, géographie du monde connu, au-delà des îles du Nord, l'exploration, météo et phénomènes inexpliqués, ire, malédiction et imprécation. Il pose le volume qu'il tenait serré contre sa poitrine juste avant l'arrivée de Mogéane sur la pile. C'est un livre beaucoup plus petit que les autres, plus un cahier même. Un peu plus tôt, en fouillant, plus avec ses doigts qu'avec les yeux à cause de la pénombre, il avait trouvé un mécanisme qui a déclenché l'ouverture d'une petite trappe derrière un serre-livre. Maintenant que les pas de Mogéane se sont éloignés dans le couloir, il regarde un peu mieux le carnet. Il a l'air vieux et usé, avec quelques pages croquées, gondolées, un peu comme s'il avait pris l'eau. Il le retourne et regarde la couverture. Elle est vierge. Il l'ouvre. Sur la première page, soigneusement calligraphiée à la main d'une écriture enfantine, il peut lire « Carnet de Mogéane ». Le carnet contient des dizaines et des dizaines de pages, pas toutes remplies. En le feuilletant rapidement, il remarque que l'écriture évolue. De l'écriture un peu tremblotante aux lettres de travers avec de nombreuses ratures, l'écriture d'un enfant, les dernières pages sont composées avec une calligraphie pleine de rondeurs et de déliés, sans taches ni lignes barrées, une écriture posée d'adulte. Il retourne à la première page et commence à lire. « Aujourd'hui, j'ai 10 ans. Papa et maman sont très contents. Je n'ai pas bien compris pourquoi. Ils ont juste dit que j'étais promise à un beau parti et que le pacte était toujours bon.
Quand je leur ai demandé plus d'explications, maman a rigolé et a dit « Tu comprendras quand tu seras grande ». Le vieux monsieur aux gros sourcils et à la cicatrice est encore venu. Et il m'a pincé la joue. J'aime vraiment pas ça. Il me regarde comme si j'étais un chien de chasse ou un cheval qu'il a acheté et qu'il vérifie qu'il est tout bien. Un peu comme papa fait quand on a un nouvel animal. En plus, il a les mains froides et toutes collantes. Berk ! Le prince tourne quelques pages. Le vieux monsieur est encore venu. Il m'a apporté une boîte à musique. Elle est très jolie et fait une jolie chanson. Mais j'aime pas trop quand il sourit. On dirait qu'il veut me manger et j'aime pas du tout ça. Papa et maman lui font beaucoup de courbettes, mais moi j'essaye toujours de pas être là quand il vient. D'ailleurs, ils me disputent quand je suis pas là. De toute façon, ils arrivent toujours à me trouver et à m'amener jusqu'au vieux. Ils rigolent et ils disent que j'ai du caractère. Mes parents rigolent aussi, mais je vois bien qu'ils ne sont pas contents. C'est pas juste. Le prince tourne les pages une à une. Il lit. Sa bougie s'éteint. Il en rallume une autre. Au fur et à mesure de sa lecture, l'écriture s'affermit, devient plus posée. Après toutes ces années, j'ai enfin compris ce que veulent mes parents. Ils veulent me marier à ce gros dégoûtant, parce qu'il est riche et pas nous. Je me demande bien ce qui leur passe par la tête. En tout cas, clairement, c'est non. Il tourne encore quelques feuilles. Arrive aux dernières lignes du carnet. Le mariage est prévu pour demain. Ils peuvent toujours y croire. Moi, j'ai pris ma décision. La liberté ou la mort. Dans les sous-sols du château, Mogiane pose sa lanterne dans une petite niche sur le mur, juste à côté de la porte. Le déclic, la grosse clé jouant dans la serrure et la porte qui s'ouvre, porte en bois massif bardée de fer. Mogiane s'avance vers le piédestal, prend le petit coffre, en sort le ruban et le passe entre ses doigts. Elle est confuse. Les restes de son rêve lui tournent en boucle dans la tête. Ce qu'elle s'apprête à faire ne lui semble ni bon ni juste. Quelque chose au fond d'elle se craquelle. Elle ferme les yeux, revoit l'éclat d'un couteau, puis peu à peu, les souvenirs reviennent. La malédiction, le rire de l'homme. Vouloir imposer à quelqu'un d'autre ce qu'elle a elle-même fui ne lui semble plus si facile. Il lui semble même entendre le rire cruel de son bourreau. Elle réfléchit. Finalement, tout ça se résume à 3 choix. Séduire le prince et me débarrasser de son ami, parler et mourir, ou continuer à vivre ici, comme ça. Que dois-je faire? Le prince repose le livre où il l'a pris, songeur. Sa dernière bougie s'est éteinte et dehors les premières lueurs de l'aube apparaissent dans le ciel. Vite, il repart vers sa chambre. Arrivé dans le couloir, à quelques mètres de la porte, il regarde à gauche, à droite. Sur la pointe des pieds, il fait les derniers pas qui le séparent de lui, prend la tige métallique et le crochet qu'il avait dans sa poche et rentre en prenant bien garde à ce que la porte ne grince pas. Puis, il la referme soigneusement, à clé. Il se couche et tente de dormir un peu. Impossible. Quand le déclic de la clé de Mogiane se fait entendre, il n'a pas fermé l'œil, mais il fait comme si. Il ne faudrait pas qu'elle se doute de quelque chose. Couché dans le lit, les yeux fermés et la respiration lente, il attend que Mogiane ouvre les rideaux et le salue, comme d'habitude. « Bonjour, mon prince. Avez-vous retrouvé votre nom ?»« Hélas non, Mogiane. Je ne m'en souviens toujours pas. Ce n'est pas grave. Cela vous reviendra certainement. Je n'en doute pas, cher ami. Et encore merci de prendre soin de moi comme ça. Merci à vous de rester près de moi. » Le prince regarde Mogiane. Il sent que quelque chose a changé en elle. Peut-être est-ce à cause de s'être retirée ou du tremblement de ses mains. Elle veut lui dire quelque chose. Hésite. Bien, et si nous commencions notre journée? Que diriez-vous d'aller faire un peu de cheval après avoir mangé? Très bonne idée. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à la partager, à commenter ou à en parler autour de vous. Vous pouvez me retrouver sur Twitter @loliconte,
sur toutes les applications de podcast en cherchant simplement « Je compte jusqu'à toi » ou sur mon site lendewell.com/histoire. Merci beaucoup et à bientôt.